Bonsoir à toutes et à tous. Avant d'entrer dans la période des fêtes de fin d'année, je souhaitais vous présenter la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19 à l'international, en Europe et en France. Il me paraît important de comprendre les risques pour mieux les contrôler. Nous entrons dans une saison à haut risque, l'hiver. Le rôle des conditions météorologiques sur la diffusion virale a fait l'objet de nombreuses études. La température, l'humidité, le vent, l'ensoleillement semblent être des facteurs explicatifs des évolutions observées et de l'aggravation en cours dans l'hémisphère nord. Nous observons en effet une intensification de la pandémie en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La situation reste difficile partout dans le monde, difficile aux États-Unis, en Asie, difficile aussi en Europe et chez certains de nos voisins, avec une circulation intense du virus. En France, après une forte baisse du nombre de cas, puis un plateau, une tendance à l'augmentation est observée depuis quelques jours. La période des fêtes de fin d'année est donc placée sous ce double risque d'impact de la météo et des effets liés au déplacement, au brassage des populations et à l'éventuelle multiplication des contacts lors des moments festifs, en particulier à l'intérieur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 71 350 000 cas de Covid ont été confirmés et rapportés dans le monde, dont 1 612 000 décès. Les foyers actuels majeurs de l'épidémie se situent toujours en Amérique et en Europe, à l'origine respectivement de 47 et 38% des cas rapportés dans le monde. Les États-Unis sont le pays qui déclare le plus grand nombre de cas confirmés et de décès dans le monde, presque 17 millions de cas et plus de 307 000 décès. La situation s'est fortement dégradée depuis le début de l'automne, marquant le début d'une troisième vague épidémique plus forte que la première au mois de mars et de celle de cet été. Et vous savez que les États-Unis déplorent 940 décès par million d'habitants, avec 4 États particulièrement touchés, ceux de New York, de Floride, du Texas et de la Californie. Au 16 décembre, plus de 113 000 personnes y sont hospitalisées, dont 22 000 en réanimation. Avec 250 000 cas quotidiens et plus de 3 000 décès, il s'agit de niveaux jamais atteints depuis le début de l'épidémie. En Amérique du Sud, la situation épidémique se stabilise sous la forme d'un plateau pour une grande partie des pays, à l'exception du Brésil où le nombre de cas et de décès augmente depuis novembre. Le pays a enregistré depuis le début de l'épidémie plus de 7 millions de cas et plus de 183 000 décès. En Asie, l'Inde est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis, près de 10 millions de cas et 145 000 décès. Et vous savez que l'épidémie repart au Japon et en Corée du Sud, qui enregistrent une situation quasi inédite. En Europe, la pression épidémique demeure élevée. On dénombre plus de 150 000 cas confirmés et 5 000 décès par jour sur le continent depuis 2 semaines, des chiffres importants, mais qui semblent se stabiliser. Le nombre de décès quotidiens en Italie diminue depuis une semaine, mais vous le savez, le pays déplore 66 500 décès. La situation en Allemagne continue de se dégrader. Le pays déclare aujourd'hui 30 000 cas et un grand nombre de décès, avec un triste record atteint le 15 décembre avec plus de 900 décès. La Belgique reste le pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie, avec 1600 décès par million d'habitants. Plusieurs autres pays européens enregistrent une dégradation de la situation sanitaire, comme le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède, où les hospitalisations sont en forte progression. Le taux d'incidence sur 14 jours, le taux d'incidence européen, mesuré chez nos voisins, est équivalent ou supérieur au nôtre. Le nôtre est à 236, le Royaume-Uni à 348, la Belgique à 263, le Luxembourg à 1189, l'Allemagne à 341, la Suisse à plus de 400, l'Italie à 428. À l'échelle européenne, un excès de mortalité était observé dans 15 pays lors des semaines 45, 46 et 47, et encore dans 14 pays en semaine 48. En France, l'évolution de l'épidémie est préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés. 18 254 nouveaux cas ce jour.
une augmentation de l'activité de dépistage, avec une progression importante des tests antigéniques. Plus d'1 430 000 tests ont été pratiqués en une semaine, soit un taux de dépistage de plus de 2000 tests pour 100 000 habitants. Le maintien à un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2 808 en réanimation, et 1 362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, dont plus de 150 en réanimation. Enfin, le nombre total de décès est désormais en France de 59 619. Ainsi, le taux d'incidence, 123 cas pour 100 000 habitants et 7 jours en France, et le taux de dépistage ont augmenté par rapport à la semaine précédente dans toutes les classes d'âge, excepté chez les plus de 75 ans pour lesquels ces taux restent stables et très élevés à 197. Le taux de positivité des personnes testées est relativement stable au sein de l'ensemble des classes d'âge à 6,1%. Le R mesuré, cette fameuse pente, cette vitesse épidémique, est à nouveau légèrement supérieur à 1 en France, à 1,03, plus élevé en Guyane, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et significativement au-dessus de 1 dans les Pays de Loire, en Centre-Val de Loire, en Île-de-France et en Normandie. Vous le voyez, la situation est hétérogène entre les territoires, avec des régions plus touchées que d'autres, comme la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi PACA ou Hauts-de-France. Certains départements sont très touchés, notamment dans l'Est, d'autres beaucoup moins, en métropole, à l'Ouest, mais aussi en Corse ou en Outre-mer. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, par exemple, sont des départements relativement peu touchés. Cette augmentation du nombre de cas, à l'approche des congés et des fêtes de fin d'année, invite à la plus grande vigilance et au respect du couvre-feu, afin d'éviter une flambée épidémique. La prévention reste la pierre angulaire de notre stratégie, avec le maintien nécessaire des mesures barrières individuelles et de réduction des contacts, et en cas de symptômes, l'urgence d'un isolement immédiat avec la réalisation d'un test dans les plus brefs délais. Nous attendons toutes et tous ces moments de repos, de sérénité, de retrouvailles et de fêtes. Ils impliquent souvent des déplacements, l'étudiant qui rentre dans sa famille, les fratries à nouveau rassemblées, les amis qui se retrouvent après une année difficile, les petits-enfants qui ont hâte de retrouver leurs grands-parents. Le virus peut voyager avec nous. Ne lui donnons aucune opportunité de contaminer nos proches. Pour que ce moment ne devienne pas un mauvais souvenir et que nous puissions vivre pleinement dans la joie et en sécurité ces instants si importants, adoptons tous ensemble les réflexes de bon sens et les bonnes pratiques. Le 24 décembre, c'est dans une semaine. Si l'on restreint au maximum les contacts à risque dès maintenant, un test systématique n'est pas nécessaire. En revanche, si dans la semaine qui vient, des symptômes apparaissent, que nous avons été en contact avec une personne testée positive, ou si on a eu des activités ou des contacts à risque, surtout sans mesure barrière, il faut s'isoler et se faire tester. Vous le savez, un test négatif ne permet pas d'exclure une phase d'incubation et bien entendu une infection à venir. Et même avec un test négatif, nous devons absolument continuer à respecter tous les gestes barrières. Attention, si on a un test positif, si on est symptomatique ou si on est personne contact, il faut s'isoler immédiatement, rester isolé et pour protéger nos proches, ne participer à aucune activité. Enfin, téléchargeons tous l'application Tous Anti-Covid et recommandons-la à nos amis et à la famille. Nous pourrons en plus retrouver tous les conseils utiles pour lutter contre le virus. À table, vous le savez déjà, c'est le bon sens. 6 adultes maximum et nous gardons nos distances. Évitons par exemple de partager nos couverts, nos verres, les plats, de trop nous croiser. Aérons les pièces le plus souvent et le plus longtemps possible. C'est très important, surtout si les personnes restent longtemps dans le même lieu. Enfin, ceux qui le peuvent pourront privilégier les repas à l'extérieur. Et bien entendu, gardons le masque ensemble le plus longtemps possible, surtout en présence des personnes fragiles. Lavons-nous les mains, utilisons du gel hydroalcoolique sans aucune modération. Désinfectons régulièrement les surfaces, les poignées de porte, les toilettes.
La vigilance de tous, l'attention aux autres, la compréhension des situations à risque pour limiter les contaminations reste plus que jamais de mise avec les moyens que nous avons, l'hygiène et les 10 mesures barrières, l'isolement immédiat, l'accès aux tests et le tracing des contacts, et demain, la vaccination. Je voudrais avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont malades de la Covid ou d'une autre maladie, pour toutes celles et tous ceux qui, en cette période de fête, seront seuls, angoissés, isolés, en souffrance. Je tiens à leur exprimer toute ma solidarité et tout mon soutien. Je tiens à remercier notre plateforme nationale, le 0800 130 000, et les plateformes et associations qui sont pour certaines mobilisées jour et nuit pour aider celles et ceux qui en ont besoin. La Croix-Rouge, SIDA Info Service, SOS Amitié, SOS Crise de l'association Les Transmetteurs, l'entraide de l'Ordre des médecins et la plateforme Proconsult. Ce dispositif de santé publique innovant est, je crois, un exemple de coopération solidaire et pertinent pour la gestion de cette crise exceptionnelle. Enfin, je terminerai par un message de soutien absolu et de profonde admiration pour tous les professionnels de santé qui, encore une fois, seront présents aux côtés des malades pendant les fêtes, et plus largement pour toutes les personnes qui nous aident au quotidien à tenir ensemble. Je vous remercie. Bonjour, Hélène Bonnet pour TF1 LCI. J'ai une première question sur les chiffres. Vous avez dit donc nous sommes sur un plateau haut. Il va y avoir les interactions entre les familles, les Français à Noël. Est-ce que finalement la troisième vague de l'épidémie n'est pas inévitable en fait? Est-ce qu'on va voir les chiffres mécaniquement augmenter en janvier? Ma deuxième question, elle part d'un constat. Le président de la République a été testé positif au coronavirus. On a appris qu'il avait déclaré des symptômes hier soir, qu'il avait participé mardi, mercredi à un déjeuner, un dîner autour d'une dizaine de personnes. Ma question concerne donc la jauge. Vous avez dit 6 personnes autour d'une table. Est-ce que les Français peuvent considérer que si la salle dans laquelle ils dînent est plus grande, ils peuvent déroger à cette règle, comme le président? Alors, sur les risques et sur la deuxième vague, vous avez noté, on a eu une très forte diminution de cette deuxième vague, et ça, ce sont les Français, ce sont les efforts des Français, c'est ce qu'on a connu avec le couvre-feu, avec le confinement, et ça a été vraiment une chute spectaculaire. À la fin du mois de novembre, on a observé un plateau, sans qu'on puisse expliquer les raisons de ce plateau. Et puis on observe depuis quelques jours une remontée qui est aussi liée au fait, et c'est un point positif, que les Français se font davantage dépister. On voit augmenter le nombre de tests, et notamment le nombre de tests antigéniques. Donc merci aux professionnels de santé qui permettent l'accès à ces tests antigéniques. On est aujourd'hui dans la deuxième vague. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de rebond de cette deuxième vague. Ensuite, je suis clair, la période des fêtes peut être une période à haut risque. Encore faut-il que nous suivions les conseils pour ne pas la transformer en un rebond épidémique, et on est capable de le faire, puisque tous les gestes de bon sens que les Français connaissent très bien peuvent éviter effectivement ce rebond. Quant au risque de troisième vague, c'est pour l'instant un risque théorique, mais c'est un risque qui serait lié non pas au comportement des Français, mais bien à cette saison qui s'ouvre, et qui est une saison dont on connaît les risques, d'abord parce qu'on les a vécus chaque année avec les autres virus respiratoires. C'est une tradition malheureusement que dans les zones tempérées, on a davantage de VRS, de bronchiolite, de grippe, de gastroentérite, parce que les conditions météorologiques favorisent à la fois dehors et dedans les changements de comportement et probablement des facteurs de température et d'humidité. Et donc, comme on maîtrise mieux les risques quand on les connaît, on sait qu'on a une période de 15 jours à haut risque qui est devant nous, c'est la période des fêtes. Donc soyons tous mobilisés pour les mesures barrières. Et puis on a une deuxième période qui est la période de l'hiver qu'il va falloir traverser en connaissant effectivement ce risque de rebond ou de troisième vague, si on peut le désigner comme ça. Ça devient compliqué de compter les vagues, puisque vous avez noté que, en fonction des pays, la situation évolue. Quant au président de la République, c'est un exemple comme pour tous les Français, c'est-à-dire qu'il s'est isolé au moindre symptôme, et c'est exactement ce que nous disons à l'ensemble des Français. Il a fait un test au moindre doute, c'est ce que nous souhaitons aussi. Le tracing est en place, et il est un fervent supporter de l'application Tous Anti-Covid. Pour avoir eu la chance et l'honneur d'assister à quelques réunions avec lui, il est extrêmement attentif aux mesures barrières. Il y a des solutions de d'hydroalcoolique absolument partout, les distances se sont maintenues. Et donc je crois que c'est cet aspect-là qu'il faut rappeler aux Français, c'est-à-dire que les mesures barrières doivent être respectées, quelles que soient vos fonctions, que vous soyez
voyez à la présidence de la République, au travail. Ce sont des situations d'attention permanente. Et donc je crois que plusieurs spécialistes l'ont dit, le chiffre magique n'existe pas. 5, 7, le chiffre 6 est un chiffre qui a été donné et qui n'est pas un chiffre scientifique, mais on a maintenant des démonstrations françaises, des démonstrations internationales qui sont que plus on est nombreux, plus on reste longtemps à l'intérieur, plus on prend des risques. Et donc c'est pour ça que je vous encourage, il y a des gens qui vivent en France dans des régions tempérées, qui peuvent même avoir la chance de manger dehors, donc c'est toujours mieux. Quand on est à l'intérieur, l'aération des pièces compte beaucoup, le fait de ne pas rester trop longtemps ensemble, ou quand on reste ensemble d'être vraiment très attentif aux mesures barrières, c'est-à-dire vraiment de ne supprimer les masques qu'au moment où on mange et d'être très attentif avec qui on mange, en particulier quand on a des proches fragiles. Voilà, tout ça, c'est vraiment du bon sens. Je crois que les Français l'ont très bien compris et qu'ils ont parfaitement anticipé cette période particulière. Et donc j'espère que tous les Français participeront à l'absence de rebond au cours de cette période qui doit être une période de fête. Bonsoir, j'ai 2 questions pour France Télévisions. Sur la vaccination, est-ce que vous avez des détails sur la logistique? Est-ce que c'est encore prématuré de parler de logistique, par exemple sur le transport, ou est-ce que ce sont encore des arbitrages qui doivent être faits? Et puis Madame von der Leyen parle de campagnes de vaccination sur le niveau européen qui doivent commencer à partir du 27 décembre. Est-ce que nous, on peut envisager de commencer des phases de vaccination le 27 décembre? Alors sur la vaccination, c'est un travail de longue haleine, donc évidemment la préparation est en place depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, puisque vous savez que c'est une démarche européenne et on peut s'en féliciter puisque l'Union européenne a négocié en tant qu'Union européenne avec les industriels pour obtenir les meilleurs contrats au sens volume et accès aux produits. Donc ça c'est un point très positif pour l'Europe. La logistique est évidemment en place depuis plusieurs semaines, puisque vous avez noté que nous avons un premier vaccin qui est encore un candidat, puisqu'on attend l'AMM européenne et c'est une étape fondamentale, qui nécessite une chaîne du froid. Donc là encore, la logistique de la chaîne du froid est une logistique complexe, mais que les Français maîtrisent bien. Et puis ensuite, il y aura la mise en place de la vaccination, qui, je vous le rappelle, est une première étape de vaccination qui cible les personnes très âgées qui sont en institution. C'est le choix qui a été fait par la Haute Autorité de Santé pour des raisons très logiques de bénéfice-risque. Ce sont des personnes à très haut risque et qui donc doivent bénéficier de cette vaccination parce qu'ils sont en plus exposés en collectivité. Et donc cette logistique est prête. L'Europe a décidé de démarrer les premières vaccinations à peu près dans le même calendrier, c'est ce qu'a indiqué effectivement la présidente. Et donc la France se mettra aussi en situation de pouvoir débuter les premières injections dans le même calendrier. Et le plus important, c'est qu'on le fasse avec les professionnels de santé, avec les acteurs locaux, avec les familles, avec l'accord des médecins traitants. C'est le système à la française qui est basé sur la relation de confiance qu'il y a entre un patient et son médecin traitant. Je crois que c'était très important de respecter cette habitude française, parce que je crois que les Français ont toute confiance dans leur médecin traitant, que les familles veulent prendre le temps de poser des questions aux responsables de l'EHPAD, que les résidents eux-mêmes veulent prendre le temps de poser des questions à leur famille et à leur médecin traitant. Et je pense qu'il faut laisser ce temps donc d'être à la fois prêt, parfaitement mobilisé, mais aussi d'éviter de confondre vitesse et précipitation. Donc on fera les choses dans les plus hautes conditions de sécurité. Bonsoir, Laura Cambo, CNews. Alors, on voit que les Français, ils commencent à connaître les gestes barrières, qu'ils les respectent, qu'ils ont respecté le confinement, qu'ils respectent maintenant le couvre-feu. Et pourtant, il y a ce risque de 3e vague, vous le dites, qui est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il sera possible de confiner de nouveau la France? Est-ce que ça fait partie des solutions? Alors déjà, effectivement, vous avez raison. Je crois que les Français maîtrisent très bien les gestes barrières. Et franchement, quand on sort un tout petit peu dans la rue, quand on voit l'adéquation, le respect, les files d'attente à l'extérieur, le port du masque, c'est un très bon point pour les Français. Après, vous l'avez noté, il y a une étude qui démontre un certain nombre d'éléments sur la contamination et qui a été publiée aujourd'hui, qui est une étude française. Il y a des moments, par définition, où on ne peut pas respecter des mesures barrières. On ne peut pas garder son masque quand on mange, on ne peut pas garder son masque quand on boit, on ne peut pas se laver les mains toutes les 3 minutes à chaque fois qu'on a touché quelque chose. Et donc, le risque, il existe. Maintenant, on sait que plus on respecte les mesures barrières, plus ce risque est maîtrisé. On sait que les Français ont fait d'énormes efforts avec le couvre-feu, puis le confinement, et que ça a très bien fonctionné. Regardez, vous vous souvenez qu'on avait un taux d'incidence qui était extrêmement élevé, qu'on a divisé par 4. Ça, c'est les efforts des Français. Et puis après, il y a contre quoi on lutte.
Et on sait qu'on rentre maintenant d'abord dans une période où effectivement on va davantage voyager, davantage brasser, aller voir d'autres parties de la famille, des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc par définition, ce risque est augmenté, d'où l'importance d'être encore plus attentif. Et puis ensuite, on aura une période hivernale où effectivement les conditions météorologiques seront défavorables. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conditions? C'est assez classique et c'est pas une démonstration mathématique, mais on sait que quand il fait froid, que quand il fait humide, que quand il n'y a pas beaucoup de vent, pas beaucoup de soleil, ça favorise un peu la persistance des virus, et ce qu'on a vu avec la grippe, ce qu'on a vu avec d'autres virus plus classiques. Donc c'est probablement ce qu'on craint, puisqu'on n'a pas encore vu l'hiver complet avec la Covid, mais c'est ce qu'on craint pour les prochains mois, c'est ce que craignent nos voisins. Et donc évidemment, il faut absolument tout faire pour ne pas recommencer un confinement. Et je pense que la mobilisation actuelle des Français et leur respect du couvre-feu sont exemplaires. Donc il faut qu'on maintienne cette pression, ce couvercle sur l'épidémie. C'est un peu ça qu'on fait. Et plus on est mobilisé individuellement et collectivement, plus on a de chances de réussir ce pari collectif. Pour la dernière question, merci. J'ai une question également sur les tests. Je ne sais pas si les gens, enfin, beaucoup de gens vont y recourir avant Noël, mais tous ne sont peut-être pas au clair sur le moment où il faut effectuer ce test. À partir du moment où on est exposé à un risque, peut-être que ça vaut le coup de le rappeler, parce que beaucoup de Français ont dit qu'ils allaient se faire tester pour être tranquilles à Noël, mais ça vaut peut-être le coup de préciser les choses. Alors, un réflexe automatique, le moindre symptôme, on y va. Donc j'ai un peu mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Je me pose la question, je m'isole et je me fais un test. Ça, il faut que ce soit un réflexe, surtout dans la période qui s'ouvre. Ensuite, il y a des personnes qui ont pris des risques. Quand je dis des prises de risques, c'est pas forcément volontaire. On a été invité à une réunion, on a eu un pot, on a eu un café, on a eu un repas. Bon. Donc on sait qu'on a quand même pris un risque parce qu'on a passé 1 heure à déjeuner ou à dîner à plusieurs hors foyer familial. Je parle bien hors de la cellule des gens qui vivent avec vous. Là, effectivement, encore plus si vous avez été en contact avec quelqu'un de positif, vous vous isolez, vous faites votre test. Si vous êtes vraiment très attentif, presque dans l'autoconfinement, il y a beaucoup de Français qui se sont décidés comme ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « j'ai annulé tous mes rendez-vous, je ne vais pas déjeuner à l'extérieur, je vais manger tout seul dans mon bureau, etc. parce que je veux me protéger au maximum avant d'aller voir ma grand-mère ou avant d'aller voir quelqu'un de fragile ». Vraiment, vous avez beaucoup réduit, c'est une stratégie de réduction des risques. La pratique du test, là, n'a plus tellement de raison, ce d'autant que vous le savez, les professionnels l'ont dit, il faut laisser le test à la bonne personne, à la bonne indication. Je pense que c'est ça le message. Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle, un test négatif n'est pas un passeport, puisque malheureusement, on peut être négatif aujourd'hui et positif demain. Donc, voilà, le bon test pour la bonne personne au bon moment, c'est vraiment ça la stratégie de tous les professionnels de santé, et je pense que les Français l'ont compris aussi. Donc, accès immédiat au test et isolement au moindre doute parce qu'on a des symptômes ou parce qu'on a effectivement une activité ou des contacts à risque. Et puis sinon, plutôt de privilégier la stratégie de la réduction des contacts au maximum avant de profiter des fêtes. Ceci était la dernière question. Merci.